Chers collègues, la parole est à Madame Girardin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, ce projet de loi de finances intervient dans un contexte économique confus. Contrairement aux années passées, on pourrait penser que la crise financière est résolue. Les établissements de crédit se portent mieux, la monnaie unique n'est plus attaquée, les pays de la zone euro s'attellent à la réduction de leur déficit et à la restauration de leur compétitivité. Néanmoins, cette éclaircie économique repose sur des bases instables. Je ne reviendrai pas sur les dangers qui pèsent sur la sphère monétaire. Notre collègue Paul Jacobi les a parfaitement exposés hier soir. L'autre danger, c'est la difficulté à créer de la croissance et donc des emplois. Sans croissance, nous ne pourrons sortir de la crise, quand bien même la crise financière serait résolue. Le budget de la France en 2014 doit donc dynamiser la politique de croissance de ce pays. Les marges de manœuvre sont étroites, mais le gouvernement s'y est attelé, avec courage, persévérance et dévotion. La croissance et l'emploi sont au cœur du projet de loi que nous examinons. Tout d'abord, la réduction du déficit public se veut graduelle afin de ne pas pénaliser la croissance. Certes, l'objectif de 3,6% de déficit est moins ambitieux qu'en loi de programmation, mais il se veut réaliste. Premièrement, il repose sur une prévision de croissance plausible. Deuxièmement, il tient compte de la situation économique actuelle. Certains le reprochent, ceux-là même qui se satisfaisaient d'un déficit supérieur à 8% il y a peu de temps. Ceux-là même qui nous auraient reproché, dans le cas contraire, et avec raison, de brider la croissance. Troisièmement, l'objectif de déficit est équilibré. Lors du vote du budget de 2013, le groupe de RDP avait émis de fortes réserves sur la répartition de l'effort de redressement. Celui-ci portait aux 2/3 sur les recettes et pour 1/3 sur les dépenses. Cette année, le gouvernement a concentré sur 80% de l'effort sur les dépenses et seulement 20% sur les recettes. Nous nous en réjouissons, Monsieur le Ministre. L'effort sur les dépenses est réel. Le président de la Commission des Finances en a convenu hier soir. En 2014, les dépenses de l'État diminueront de 1,5 milliard d'euros. C'est un effort considérable lorsque l'on connaît l'évolution tendancielle des dépenses publiques. On peut bien évidemment discuter sur les chiffres retenus quant à cette évolution tendancielle. Mais on ne saurait nier que l'effort est réel, conséquent et peut-être même historique. Malgré ces réductions de dépenses, le gouvernement, malgré ces réductions de dépenses, le gouvernement a tenu à fixer des priorités et il s'en est donné les moyens financiers. En contrepartie, certains secteurs non prioritaires ont vu leur budget diminuer. Les priorités, nous les connaissons. L'emploi, l'éducation, la justice, la sécurité, la solidarité, le logement. Nous aurons l'occasion, mes chers collègues, d'y revenir lors des discussions budgétaires dans les heures à venir. Mais je voudrais toutefois dire un mot sur le budget de l'outre-mer. Le budget de la mission outre-mer est stable. Au vu de la situation économique dans les territoires ultramarins, c'est une nécessité. Il s'agit d'un réel défi de solidarité et de justice sociale au sein de la nation française, défi que notre gouvernement a relevé avec courage et brio, confirmant une nouvelle fois, si besoin en était, le souci de défense des intérêts des Outre-mer qui anime notre gouvernement et notre majorité. Toutefois, et c'est l'essentiel, les Outre-mer prennent part à l'effort national au travers de l'ensemble des missions budgétaires et des budgets ministériels. Quant à la défiscalisation Outre-mer, Monsieur le Ministre, l'exécutif a souhaité la conserver à l'identique pour les collectivités territoriales, tout en introduisant un système de crédit d'impôt complémentaire pour les départements. Nous en félicitons et nous vous félicitons de cet engagement pris par le chef de l'État et maintenu par le chef du gouvernement, qui montre une volonté politique forte de défendre les enjeux de développement économique des Outre-mer. Pour autant, la réforme proposée demeure largement perfectible et pour assurer pleinement son adaptation à la réalité de tous les Outre-mer, un certain nombre d'amendements ont été déposés par un certain nombre de groupes, et d'ailleurs tous les groupes. Ceux-ci sont issus d'un rapport parlementaire déposé par Jean-Claude Fruteau et Patrick Ollier, et je vous conseille et je vous appelle, chers collègues, à soutenir l'ensemble de ces amendements, et vous aussi, Monsieur le Ministre. Dans les dépenses, autre sujet, il y a aussi la baisse de 1,5 milliard d'euros de dotation aux collectivités locales. Le gouvernement doit mettre tous les acteurs
public à contribution. Nous en sommes tous d'accord. Toutefois, nous avons quelques inquiétudes quant à l'efficacité de cette mesure. Rien n'empêche les collectivités de compenser ces pertes par de nouvelles recettes. Surtout, la répartition de l'effort est uniforme. Or, on le sait, les départements sont les plus affectés en raison des politiques sociales qu'elles se doivent de financer. Pour réformer dans la justice, n'aurait-il pas été plus judicieux, Monsieur le Ministre, de moduler la baisse des dotations entre les niveaux de collectivité? On peut aussi penser qu'une telle modulation aurait pu empêcher, au moins limiter, le rehaussement des droits de mutation. Voici pour les dépenses. Pour les recettes, l'effort se traduit par une hausse limitée des prélèvements obligatoires. Ceux-ci ne devraient augmenter que de 0,15% en 2014. Ceux qui parlent de matraquage fiscal n'avaient aucun scrupule à augmenter ce taux de 1,2 point de PIB entre 2010 et 2011. Le ras-le-bol fiscal exprimé et légitime par un certain nombre de nos citoyens n'incombe pas tant à la majorité actuelle qu'aux 10 années de gouvernement précédent. On entend que l'effort fiscal favorise plus les entreprises que les ménages. Est-ce vrai? Oui, d'une certaine mesure, mais il ne faudrait pas surestimer cette différence de traitement. Le taux de prélèvement obligatoire est stable pour les entreprises. Pour les ménages, et malgré la hausse de la TVA et le rabot sur les niches fiscales, ce taux augmente de 0,15% et de 0,05% si l'on exclut les recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale. Rappelons que plusieurs mesures sont favorables aux ménages. Il y a le dégel du barème de l'impôt sur le revenu qui avait été instauré par le gouvernement Fillon. Cette année encore, la décote sera revalorisée. Toutefois, nous tenons à souligner que l'augmentation de la décote l'an passé n'avait pas empêché une augmentation nette de 800 000 foyers fiscaux. Notre inquiétude, Monsieur le Ministre, c'est que malgré les mesures prises, le nombre de ménages imposables sur le revenu continue d'augmenter en 2014. Afin de rendre la décélération fiscale effective, il nous semble primordial de revaloriser le revenu fiscal de référence, de conserver la réduction d'impôt pour les parents d'enfants scolarisés, de rétablir la demi-part des veuves. Certes, le dispositif passé n'était pas suffisamment restrictif. Toutefois, le seuil actuel, qui fixe à 5 années la période pendant laquelle la personne veuve a élevé seule ses enfants, est discriminant et injuste. Le groupe de RDP souhaiterait que cette disposition soit aménagée. Enfin, nous regrettons qu'une réforme ambitieuse de la fiscalité ne soit pas mise en œuvre. Ce que nous demandons, ce n'est pas le grand soir fiscal que l'on réaliserait en quelques mois, non. Ce que nous souhaitons, c'est une réforme d'envergure sur plusieurs années, une réforme qui pourrait commencer par rendre la CSG progressive et la rapprocher de l'impôt sur le revenu jusqu'à ce que les deux impôts fusionnent. On annonce une réforme de la fiscalité des entreprises, Monsieur le Ministre. Nous y sommes favorables. Mais elle ne saurait faire l'impasse sur l'optimisation fiscale des grandes entreprises. Comment veut-on aider notre réseau de PME à se développer lorsque celles-ci ont des taux d'imposition effectifs beaucoup plus élevés que les multinationales? Lors de la primaire citoyenne, le candidat à PRG Jean-Michel Bailey avait clairement défendu une taxe progressive sur les sociétés. Le candidat Hollande avait repris cette idée. Il est temps aujourd'hui, Monsieur le Ministre, de réaliser cet engagement. On nous rétorque qu'il faut de la stabilité fiscale. Mais bien entendu, mais justement, c'est parce que l'on ne procède pas à une réforme en profondeur qu'on se retrouve obligé de modifier la fiscalité par petites touches. Voici que le Parlement s'apprête à augmenter le taux de TVA réduit alors qu'on l'avait abaissé il y a moins d'un an. Pour autant, il ne faudrait pas que le débat sur la fiscalité nous aveugle, car contrairement à ce que l'on essaie de faire croire, la compétitivité du pays ne se résume pas à la seule variable des impôts, et encore moins aux taux nominaux. Le défi majeur pour l'économie française, c'est la compétitivité hors coût. Comment la rétablir? Par l'innovation. Lors du débat d'orientation des finances publiques, notre groupe appelait à la mobilisation des Français autour de grands chantiers. Nous nous préoccupions également de l'utilisation des fonds des investissements d'avenir. Depuis, le Premier ministre a présenté un plan d'investissement de 12 milliards d'euros pour les 10 années à venir et le Président de la République a exposé 34 plans d'action pour dynamiser l'industrie. Là aussi, nous en sommes satisfaits. Par ailleurs, la réforme du marché du travail doit être poursuivie. La loi sur la sécurisation de l'emploi que nous avons votée en début d'année permet de donner de la flexibilité lorsqu'une entreprise connaît des difficultés. Le coût des emplois précaires a été augmenté. C'est une réelle avancée, mais il faudrait désormais atténuer la frontière entre emploi protégé et emploi précaire.
La simplification des normes et des démarches administratives est indispensable. Le gouvernement a mis en place un grand chantier. Il légiférera par ordonnance. Nous verrons les résultats. Et enfin, il est certain qu'une réforme des professions réglementées pourrait dynamiser l'économie française. Toutefois, ne surestimons pas ses effets et prenons garde aux attentes démesurées. Mais la question doit être sérieusement soulevée. Le budget fixe les lignes directrices du gouvernement et de sa majorité. C'est un contrat que nous passons avec nos concitoyens. Pour être accepté, ce contrat doit être compris par chaque parti. Le discours doit être clair et univoque. Nos concitoyens ne maîtrisent pas nécessairement la nuance entre une stabilité du taux de prélèvement obligatoire et la mise en œuvre de nouvelles mesures fiscales, ni entre la réduction des dépenses fiscales et la réduction des dépenses budgétaires. C'est une règle qui doit primer parmi nous tous. C'est la clarté du discours qui nous incombe. De même, pour être compris, le message ne doit pas porter sur les menus détails. Le Parlement n'est pas un cabinet de comptables. Il vote sur un projet, une ligne directrice, une vision. Le gouvernement et sa majorité n'ont pas besoin d'user de tels artifices pour présenter un budget aux Français. Nous n'avons pas à rougir. Réenchanter le rêve français, ça passe avant, et surtout par un effort pour redonner du sens, redonner une lisibilité pour nos concitoyens à l'acte fondamental pour notre nation qu'est son budget, Monsieur le Ministre. C'est un travail qui nous concerne tous, chers collègues, et les députés radicaux de gauche répondront toujours présents pour relever ce défi. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, le groupe 2RDP votera ce PLF 2014. Merci. Merci.